Donc, effectivement, en 2014, après 30 ans d'une vie bien remplie dans les grandes entreprises françaises et internationales, et aussi les services publics divers, où j'avais fait de la prospective, de la stratégie et du marketing, puisque le marketing a été un moment très important de ma vie. J'ai commencé dans la publicité et le marketing. J'ai beaucoup apprécié ta présentation, parce qu'on a fait sortir des marques totalement inconnues uniquement par le ressort du marketing et de la publicité. Et à l'époque, beaucoup de personnes considéraient, alors c'était encore une époque antidiluvienne, et je me rappelle avoir passé des semaines entières dans des bibliothèques à chercher des livres, et parfois il fallait 15 jours pour trouver un livre qui traite le sujet que je cherchais. Et effectivement, quand est apparu Internet, ça a absolument tout changé. Et donc, la présentation que je vais vous faire, c'est effectivement un travail qui commence en 2014, mais qui s'appuie sur 30 ans de voyage dans le monde entier. Et en fait, je n'ai fait que reprendre, en documentant beaucoup plus en détail, avec les moyens contemporains, des recherches que j'avais commencées à l'âge de 15 ans, qui me préoccupaient déjà et qui sont au cœur de tout ce qu'on a dit hier et avant-hier, qui est ce changement de civilisation. Alors, effectivement, alors, est-ce que le... Ah, voilà. D'où je parle de l'Université catholique de Lille. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi, je dois le dire, et je remercie l'Université catholique de Lille, parce qu'effectivement, c'est devenu l'espace où j'ai pu transformer ces 30 ans de recherche, de voyage, en un véritable livre. Donc, inutile de prendre des notes sur ma présentation, d'une part parce que l'ensemble des PowerPoints sont assez accessibles dès maintenant sur LinkedIn. J'ai mis tout au long de ces 4 ans, 5 ans, mes travaux en disponibilité sur LinkedIn dans un esprit d'open innovation. J'ai toujours beaucoup partagé l'information, une vingtaine de livres tout au long de mon évolution. J'ai toujours voulu échanger dans le désir de donner les meilleures informations que je pouvais récupérer un peu partout dans le monde, mais aussi parce que le fait de donner ainsi mes informations me permettait de me connecter avec d'autres personnes intéressantes, comme notre ami Loïc qui est là, et qui me donnaient eux-mêmes des informations. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai tissé un réseau extraordinaire d'informations dans le monde entier. Mais tout ce travail, je suis content de le donner à l'Université catholique de Lille. Alors, par exemple, j'ai donné 1 millier de livres que j'avais justement, et Internet n'existait pas à l'époque, des livres que parfois j'ai mis 10 jours, 15 jours, un mois à chercher dans une bibliothèque. Et l'ensemble de ces livres sont référencés, donc on peut retrouver très facilement toute la bibliographie qui m'a inspiré durant tout ce travail d'exploration. Peut-être ma caractéristique essentielle, et finalement je la comprends mieux à mesure que j'étudie les écosystèmes innovants, c'est qu'on voit, et c'est théorisé très bien par Stanford, que les écosystèmes innovants, c'est le dialogue déjà de 3 entités: les universités, le gouvernement et les entreprises. Et en fait, c'est ce dialogue qui fait la force des écosystèmes innovants les plus dynamiques de la planète. On a rencontré le théoricien à Stanford de ça, et plus j'ai voyagé dans les écosystèmes innovants, plus je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation très forte entre la dynamique de ces écosystèmes innovants et ce dialogue intense entre ces 3 entités qui sont les universités, le gouvernement et les entreprises. Et en fait, ça explique pourquoi je m'intéresse à ce sujet, parce que, effectivement, par rapport à beaucoup de profils en France, il se trouve que moi-même, j'ai
toujours travaillé avec les trois. J'ai toujours enseigné, j'ai toujours voulu enseigner, j'ai toujours une part de mon activité qui était l'enseignement dès mon plus jeune âge, dès ma sortie d'avoir été moi-même enseigné. Et même pendant mon enseignement, en fait, j'ai toujours participé à des conférences, à des rencontres. J'ai toujours participé à ce monde de l'enseignement. Et les universités ou les écoles où j'ai fait des conférences, elles sont très nombreuses, c'est de l'ordre d'une centaine. Ce n'est pas une ou deux, c'est vraiment une connaissance très large du monde universitaire et de l'enseignement, y compris des universités aussi connues que Stanford ou Berkeley. Mais, si vous voulez, ce monde universitaire, aussi passionnant soit-il, et je suis très heureux aujourd'hui d'être dans une université, quasiment à plein temps. En tout cas, durant toute ma vie active, j'ai voulu le forger dans une activité avec les entreprises, parce que j'avais besoin du terrain, j'avais besoin de voir comment ça se passait dans le monde réel et pas simplement dans le monde académique. Et j'ai toujours travaillé avec des entreprises toute ma vie. Et par ailleurs, j'ai eu la chance d'être sollicité sur des grands programmes gouvernementaux. Donc, j'ai connu très, très bien de l'intérieur les ministères, les gouvernements, les grandes questions gouvernementales, notamment avec notre ami Leux, avec Jacques Delors sur les politiques de l'Europe, avec Henri Cons au ministère de la Défense, où j'ai eu la chance de participer à la reformulation complète de la défense française dans le cadre de l'apparition du digital en 92, 93, justement où la première fois il y avait Internet, ça transformait complètement la stratégie militaire, etc., etc. Et ce parcours très, très particulier qui est très rare en France, je vois rétrospectivement, je rencontre très, très peu de gens qui ont ce parcours d'avoir participé à la fois à la stratégie des plus grandes entreprises françaises, à avoir touché du doigt la structuration de politiques gouvernementales au plus haut niveau, et par ailleurs de très bien connaître et d'avoir fréquenté les plus grandes écoles françaises et d'autres écoles aux États-Unis, mais aussi en Asie. Il y a très, très peu de personnes, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un regard sur les écosystèmes innovants, je pense, plus pertinent. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet, donc, qui était, après 30 ans, où j'ai beaucoup voyagé, j'ai réintensifié mes voyages et je suis allé à la recherche, beaucoup porté par la volonté de Pierre Giorgini, qui lui-même avait développé dans cette université même des écosystèmes innovants qui sont absolument remarquables. On pourra revenir là-dessus, mais on pourrait faire effectivement un inventaire des écosystèmes innovants internes à l'université, mais ce n'est pas le sujet de ma conférence. Et me recrutant, il me dit va voir ailleurs si j'y suis, en quelque sorte. Et je me retrouve effectivement à sillonner la planète. Avec cette phrase qu'il utilisait beaucoup à l'époque, mais qui rejoignait complètement ce que j'ai vécu tout au long de ma vie, c'est vraiment le sentiment très profond qu'on était au cœur d'une mutation. Le terme était le titre même de la première conférence que je fais en tant que maître de conférence au ministère de la Recherche. Pendant 5 ans, le thème, c'est les mutations, et c'est dans le cadre de 2100, Récits du prochain siècle. C'est 700 chercheurs venus du monde entier qui réfléchissent sur à quoi va ressembler le siècle prochain, et nous sommes en 85. Nous sommes en 85. Le livre va sortir en 90, et mon propre livre, qui va devenir un best-seller et connaître 4 éditions successives, sort en 90. Et effectivement, derrière tout ça, il y a le sentiment d'une transition absolument considérable. Et comme je l'ai dit d'ailleurs précédemment, à ce moment-là, il y a des travaux au cœur des plus grandes universités américaines, notamment Harvard, sur ces sujets. C'est moins le cas maintenant, ce qui est complètement paradoxal alors qu'on est en plein au cœur de cette transition.
Donc, je reviendrai et remercie beaucoup, notamment Elizabeth Moss Kanter, la présidente de la euh, Harvard Business School, qui est une des conférencières les plus éminentes que j'ai rencontrées, que j'ai eu la chance de connaître, etc., et qui m'a beaucoup inspiré dans mes travaux. Elizabeth Moss Kanter. Alors, 2005-2013, j'adore cette image parce que 2005, alors là, on est dans l'université catholique, donc c'est l'élection du pape en 2005 et l'élection du pape en 2013. En plus, on peut dire qu'il y a une partie du public du monde catholique, comme d'ailleurs n'importe quelle religion, qui est assez traditionnelle. Mais vous voyez, ça ne leur a pas empêché d'adopter le téléphone portable. Et ça m'amène à 3 idées clés que d'ailleurs Olivier m'avait amené à accoucher pour bien clarifier les choses. Et ça, je pense que c'est très important quand on fait une présentation, c'est vraiment de faire ressortir les idées clés au début, parce que après on se perd dans plein d'idées parallèles, mais le fait d'avoir 3 idées, ça vous structure, c'est ma colonne vertébrale. C'est qu'une première idée totalement en désaccord et qui crée plein de débats dans le monde académique, où là, j'ai lancé un grand pavé dans la mare, c'est que les écosystèmes innovants, ce n'est pas simplement pour faire de la technologie, des nouveaux produits, etc. Les écosystèmes innovants, et moi-même je l'ai vécu tout au long de ma vie, c'est des espaces transformants. C'est-à-dire que ça convoque en vous, bien au-delà de la question mentale de savoir si ça va gérer des bonnes idées, c'est une transformation de l'identité de l'être humain. Bon, on reviendra là-dessus. Le point commun de tous les écosystèmes innovants, et ça c'est très fort, c'est d'être unique et singulier, d'où la difficulté d'en parler globalement, parce que je pense qu'il ne faut jamais oublier que de la manière qu'on ne peut pas comparer Einstein et Rembrandt, de la même manière, chacun des grands écosystèmes innovants qui sont vraiment des lieux géniaux au sens de Rembrandt ou de Einstein, c'est vraiment des espaces qui sont des extraordinaires ferments de transformation, au même sens qu'un génie. Et du coup, comme les génies, c'est des endroits complètement uniques. Et enfin, il n'y a pas d'écosystème innovant, et ça a été ce qui m'a beaucoup rapproché d'Olivier et du travail remarquable qu'il fait dans son cabinet sur le collaboratif. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la dynamique collaborative est au cœur de ces écosystèmes innovants. En fait, ces écosystèmes innovants, c'est d'abord une manière très particulière de travailler ensemble, de vivre ensemble, je dirais même. Et je dirais même vivre ensemble. Ce n'est pas travailler ensemble, c'est vivre ensemble. Je pense que on pourra revenir là-dessus. Et c'est pour ça que c'est transformateur, parce que ça vous touche dans votre propre manière de vivre. Alors, l'objectif du travail, c'était effectivement, à partir de quelques intuitions de ce type, c'était assurer la veille sur les écosystèmes d'innovation et le développement dans le monde entier. Alors, dès le début, avec Pierre, on s'est posé la question de l'ambition. Mais l'idée, c'était de se dire, on va couvrir le monde. Alors, pourquoi on va couvrir le monde? Parce qu'on n'allait pas dire, voilà, nous, il y a un écosystème innovant là, on l'a étudié, etc., et pas être capable de le resituer globalement par rapport aux autres écosystèmes innovants. Il fallait avoir un benchmark mondial. Parce que sinon, on ne peut même pas parler d'un écosystème innovant puisqu'on ne peut pas le replacer en termes de benchmark. Justement, c'est la base du marketing, c'est le benchmark, et de le resituer. Alors, identifier des nouvelles formes d'économie, de nouveaux modèles entrepreneuriaux, alors ça, c'est très important. Il y a une suspicion depuis maintenant 30 ans, et je renvoie aux travaux de Bell qui datent de 50 ans, à Harvard, du passage, effectivement, de la société industrielle à la société de l'information.
Et chaque fois qu'on est passé, on a changé de civilisation, passage de la chasse-cueillette à l'ère agraire, à l'ère industrielle, en fait, même la monnaie, la manière de penser l'économie change complètement. Donc, si on est effectivement dans une période de changement de civilisation, si on fait cette hypothèse-là, il y a théoriquement un changement dans la nature même de penser l'économie, et notamment le marketing et l'ensemble de nos activités. Je dis souvent, pour vraiment qualifier les choses de cette manière-là, je dis souvent que si vous faites de la prospective et que vous êtes en face dans la civilisation agraire, avec, par exemple, vous êtes au Moyen-Âge et vous avez des chevaliers avec des grandes épées, des armures qui sont là et qui vous disent « Monsieur Salovkos, vous êtes un grand prospectiviste, à quoi ressemblera la chevalerie au XXe siècle ? Quelle sera la race des chevaux utilisés par les chevaliers du XXe siècle ? Vous voyez ? À quoi ressemblera la lance des chevaliers du XXe siècle ? Alors, j'utilise beaucoup ça, et notamment, je l'ai utilisé à France Télécom, alors que c'était encore France Télécom, pour leur expliquer que l'ensemble de leur référentiel, et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Pierre, était en train de disparaître. Mais vous voyez bien le problème, c'est-à-dire que la question est dans la réponse est dans la question. C'est-à-dire que comme ils sont bloqués sur l'idée qu'il va y avoir des chevaux, des lances et des grandes épées, comment pouvez-vous leur... C'est difficile de leur parler du fait qu'il n'y aura pas de chevaux, mais des TGV. Alors là c'est un peu difficile, vous voyez, qu'il n'y aura pas de lances, mais qu'il y aura des iPhones. Bon, là c'est... Vous voyez, le référentiel saute. Et dans la mutation que nous sommes en train de vivre, on est dans un changement de référentiel. Donc, il faut se préparer à ce que des éléments comme aussi fondamentaux que nous, et quand on regarde l'histoire, le mot travail, trichilium, on peut le dater. D'ailleurs, Google s'amuse beaucoup à ça, c'est à voir l'apparition. Vous pouvez dater l'apparition d'un concept, le travail, par exemple, le concept du travail. Avant, on disait labeur. Le labeur dans l'ère agraire, ce n'est pas la même chose que le travail de l'ère industrielle. L'ère industrielle a inventé le mot travail. C'était un néologisme. Maintenant, ça paraît, tout le monde a l'impression. Est-ce que ce mot travail va couvrir le type d'activité du 21e siècle ? Vous voyez ce que je veux dire ? De la même manière, est-ce qu'il y aura, de manière qu'aujourd'hui, c'est complètement ridicule de dire où sont les chevaliers, est-ce qu'au XXIe siècle, il y aura des travailleurs ? Je dirais même la même chose, est-ce qu'il y aura des universités ? Est-ce qu'il y aura même encore un monde académique ? Bonne question. Voilà. Donc, identifier l'émergence d'une nouvelle forme d'économie, de nouveaux modèles d'entrepreneuriat, vous voyez que déjà là, moi je suis heurté par le mot, parce que est-ce que les entreprises vont encore exister? Pas plus que les chevaliers, vous voyez, ils sont éternels. Et comprendre, analyser ces nouveaux courants, ces nouvelles approches de philosophie, etc. Alors, il y avait, je réponds à ces questions dans la salle ou ceux qui nous écoutent, tout le monde est convaincu que l'innovation est essentielle. Mais il faut bien comprendre pourquoi l'innovation est essentielle aujourd'hui. Ce n'est pas du tout évident pour la plupart des gens. Il y a eu une recherche actuellement, notamment en France, enfin, il y a un benchmark de tous les pays de la planète, etc. La question, c'est est-ce que vous considérez que l'innovation est positive? Bon, question très simple. Eh bien, 50% des Français considèrent que l'innovation n'est pas positive. Alors, effectivement, il y a une corrélation, comme vous imaginez, après, une fois que je vous l'ai dit, vous dites c'est évident, il y a une corrélation très forte entre la considération positive de l'innovation et l'âge. C'est-à-dire que plus les gens sont âgés, moins ils considèrent que l'innovation est positive. C'est-à-dire que vous avez chez les personnes, les Français âgés, par exemple, quand ils ont 60 ans, 70 ans, quand ils ont mon âge, par exemple, il y en a 70% qui considèrent que l'innovation est très dérangeante, effectivement. D'abord parce qu'ils sont incapables de s'habituer aux nouveaux objets qui apparaissent,
Et puis d'autre part, que ça les dérange parce que ça les précipite hors de leur travail parce qu'ils sont plus compétents, le monde ayant changé trop rapidement. Alors, les jeunes, par contre, sont en général beaucoup plus possibles à l'innovation. Mais ça ne répond pas à la question de pourquoi l'innovation est importante. Et l'innovation est importante parce qu'en fait, et ça c'est ce que nous apprend le marketing et ce que j'ai appris moi-même dans le marketing, c'est le passage d'une économie de l'offre à d'une économie de la demande à une économie de l'offre. C'est-à-dire que pendant toute l'histoire de l'humanité, l'économie est dominée par la demande. Il n'y a pas besoin de faire de marketing. De toute façon, la plus grande partie des gens ne mangent pas à leur faim. Donc, vous fabriquez une saucisse, immédiatement, elle se vend. Et ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, à l'époque, on ne parle absolument pas de marketing, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, il suffit de produire quelque chose et de le produire massivement. Et plus on le produit massivement, plus on trouve de clients, en fait. Ce qui se passe, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et ce qui explique d'ailleurs aussi nos problèmes actuels, on passe pour la première fois, grâce à la productivité de l'ère industrielle et grâce au pétrole, on passe à une économie de l'offre, c'est-à-dire une économie où en fait, vous pouvez produire par millions des produits et ne pas trouver preneur. Vous pouvez même leur proposer à 1 euro symbolique et personne ne l'achète. Il y a des milliers de voitures qui ne trouvent pas vendeur, et même si on les donnait. Et donc, petit à petit, cette situation amène le marketing, amène toutes les stratégies de positionnement, etc., parce qu'effectivement, sinon, on ne vend pas ces produits. Mais par ailleurs, ça amène l'obsolescence programmée. Et ça amène la nécessité d'innover constamment, parce que c'est ça qui crée la valeur. Et on voit s'opérer ce basculement dans le monde entier au point qu'aujourd'hui, dans les écosystèmes innovants, on voit bien que la vitesse d'innovation est en fait un critère non seulement de vente, mais aussi tout simplement de rester dans la course. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assez rapides, donc qui sont décalées, donc ils ne peuvent même plus rentrer dans la course. Ça pose des tas de problèmes sociaux qu'on va voir, parce que même à l'intérieur des écosystèmes innovants, que faisons-nous de toutes les personnes et de tous les produits et de toutes les entreprises qui ne sont plus dans la course? La dynamique d'innovation permet de participer aux écosystèmes d'innovation les plus prospères. Et si vous n'êtes pas dans cette vitesse qui s'accélère constamment, eh bien, vous êtes out et vous perdez valeur, vous perdez votre valeur. Et c'est vrai pour les produits, c'est une évidence pour tout consommateur aujourd'hui, mais c'est vrai aussi malheureusement pour les individus, pour leur positionnement en tant qu'individuel, c'est vrai pour les universités. C'est pour ça que toute cette réflexion aujourd'hui, qui n'était pas pertinente avant, à mon avis, devient complètement pertinente parce qu'on est en train de bientôt d'être dans une... Pendant longtemps, les universités ont été sur un marché de la demande parce qu'effectivement, il n'y en avait pas assez, il y avait toujours une demande qui excédait l'offre. Mais là, on est en train, pour des tas de raisons, et Internet va accélérer les choses, quand Harvard est en train de diffuser massivement ses contenus sur Internet, pourquoi quelqu'un paierait à ce moment-là très cher pour aller dans une université de second rang alors qu'il peut avoir pour 1 euro symbolique les meilleurs cours de Harvard? Enfin, alors, pourquoi parler d'écosystème? Alors, je vais vous raconter très souvent chacun d'entre vous, vous avez été confronté à ça, il vous pose, quand vous êtes embauché, enfin, quand vous êtes embauché par les plus grandes entreprises, ils ont des techniques d'embauche très particulières. Dominique Marty connaît très bien ça, qui a fait du coaching. Bon, moi, j'ai fait du coaching de dirigeants où je préparais les dirigeants à se faire embaucher. Et moi-même, j'ai été embauché et j'ai dû répondre à des questions. Alors, il y a la question qui tue, c'est quelle a été votre grande erreur dans votre vie? Alors, évidemment, là, vous dites, oh là là, annoncer une erreur, et ça, c'est une des questions les plus difficiles, parce qu'effectivement, si vous trichez et que vous ne dites pas vos erreurs, le recruteur vous repère tout de suite, et puis vous n'êtes pas humble, vous ne savez pas reconnaître vos erreurs.
Voilà. Alors, je vais vous dire une erreur tout ça qui m'a coûté très, très cher. Hein. Très, 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 très cher. C'est la grande erreur de ma vie. Je n'aurais pas fait cette erreur, je serais sans doute aujourd'hui sur mon yacht privé en train de vous parler. C'est tout simplement, j'ai fait une énorme erreur. J'avais mon premier client, ça a été Apple. Bon, Apple venait de se lancer en France et ils cherchaient des jeunes pour former aux soft skills. Et moi, venant des humanités, j'étais pas mauvais dans les soft skills. Et puis, mes premiers livres traitaient beaucoup de la dimension soft skills. Donc, j'ai été recruté par le nouveau patron d'Apple. Et Apple était une toute petite entreprise. Et puis, j'adorais les produits Apple. Donc, j'ai découvert les produits Apple. Donc, mon premier objet que j'ai acheté en tant que société une petite société que je venais juste de créer pour vendre mes missions de conseil, ça a été un ordinateur aussi Apple. Alors maintenant, Alors, quelle est la grosse erreur que j'ai faite dans toute ma vie qui m'a donné l'obligation aujourd'hui de travailler encore plus que jamais, etc. Eh bien, c'est très simple. C'est que si j'avais, au lieu d'acheter un ordinateur Apple qui coûtait, j'avais vraiment cassé ma tirelire, surtout que j'étais étudiant et tout ça, j'ai dépensé, je ne sais plus, c'était 30 000 francs de l'époque. Et puis c'était un gros, c'était tout petit comme ordinateur par rapport aux gros ordinateurs, mais c'était tout de même, il fallait le trimballer. Alors. Eh bien, si j'avais investi ces 30 000 euros, non pas dans un ordinateur, mais en actions Apple, je serais multimillionnaire. Donc, c'est une grosse bêtise. Alors, évidemment, étant étudiant, j'avais aucune conscience. C'était mon père investissait de l'argent en bourse, mais moi, j'y connaissais rien et j'aurais jamais. Enfin, mais c'est tout de même une très grosse erreur parce qu'aujourd'hui, je serais multimillionnaire et ayant acheté mon premier produit, c'était un ordinateur Apple et mon premier client, c'est un ordinateur Apple, j'aurais pu faire mon premier investissement chez Apple, ça aurait été parfait. Et tout ça pour dire que la plus grande capitalisation, entre-temps, c'est devenu la plus grande capitalisation de la planète. Et pourquoi c'est la plus grande capitalisation de la planète? C'est parce que, et déjà à l'époque, je travaillais là-dessus d'une certaine manière, c'est que Apple s'est construit de manière complètement différente de toutes les entreprises que je connaissais et qui étaient très connues à l'époque, et même ses principaux concurrents comme Microsoft. Apple s'est construit comme un écosystème innovant. Point. C'est-à-dire que la thématique des écosystèmes innovants, ce n'est pas simplement la thématique qui monte dans la littérature académique. Justement, quand on analyse les GAFA, en fait, tous, peu ou prou, sont des écosystèmes innovants, ce qui explique leur gigantesque capitalisation boursière, parce qu'on ne peut pas le rationaliser autrement. Mais Apple est allé très, très loin. Apple, ce n'est pas des produits. Apple, ce n'est pas des valeurs. Think different. Alors déjà, vous voyez, il y avait déjà, dès le début, think different. Et puis, tout le monde s'appelait, les ordinateurs, c'était toujours des mots techniques et tout ça. Eux, ils se sont appelés Apple. Ils se sont différenciés radicalement. Ils ont créé une marque absolument remarquable dès le début. Mais tout de suite, ils ont su créer autour d'eux un mouvement beaucoup plus large que leur entreprise qui était toute petite, qui était cet écosystème Apple, qui fait qu'aujourd'hui encore, des centaines de millions de développeurs qui ne sont pas salariés d'Apple participent à la richesse d'Apple. Et ça, à la même époque, très rapidement, je vais travailler au niveau stratégique pour France Télécom, et on voyait, et France Télécom avait des milliers de chercheurs, avait beaucoup plus de chercheurs qu'Apple. Je vous rappelle que France Télécom, c'était tout simplement une des plus grandes entreprises au monde de télécom. Il y avait des milliers de chercheurs. Et regardez maintenant, comparer la capitalisation boursière d'Apple et de France Télécom.
si j'avais osé dire ça, et pourtant déjà tout le monde aurait ri. Donc, l'innovation n'est plus le produit par un individu ou une entreprise seulement, mais par la participation dynamique et systémique à des ensembles complexes de multiples parties prenantes hétérogènes. Vous voyez, ce concept-là, il est essentiel pour comprendre. Et c'est pour ça que c'est des ensembles systémiques, ce n'est pas des systèmes. Et c'est systémique parce qu'il y a justement une interaction d'une multitude d'acteurs. Et qu'est-ce qui faisait que les gens venaient dans l'écosystème Apple à l'époque, et moi-même le premier, quand je commence à faire les premières, une fois par an, il y avait Steve Jobs qui venait parler, et tout le monde était là. Et il y avait une joie intense, parce qu'on participait à une aventure absolument incroyable. Et c'était transformateur, parce qu'on n'avait jamais vu une entreprise et un entrepreneur comme Steve Jobs, qui était porteur, non pas de produits, mais d'une nouvelle vision du monde. Et c'est ça qui vous prend dans un écosystème innovant, dans tous les écosystèmes innovants où je suis allé, c'est viscéral, c'est une joie du cœur. On participe à une aventure absolument extraordinaire parce qu'on est co-créateurs tous ensemble, on est endo-contributifs, on n'est pas dans une machine hiérarchique. Vous voyez, c'est tout à fait différent d'être un rouage de Procter & Gamble et d'être dans la famille Apple et de se dire ah ben, j'ai une super idée, je vais. C'est complètement différent. Et la théorie et la pratique, au même moment, dans les années 50-60, mon premier livre au ministère de la Recherche, c'est le management systémique de la complexité. D'ailleurs, ils ne veulent pas le publier parce qu'ils trouvent ça tellement étrange. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a Peter Senge qui publie au même moment aux États-Unis, au MIT, la 5e discipline, et ils s'aperçoivent qu'il y a une curieuse, étrange correspondance entre mes travaux et le MIT. Ils se disent, oh là là, mais zut, on a Michel qui, ça fait 5 ans qu'il essaye de publier son bouquin, personne ne le veut publier, et on est en train de se faire brûler par le MIT. Donc, il publie à toute vitesse mon livre, qui deviendra des livres de référence pendant 10-15 ans. Bossard va le reprendre, on va le présenter à la plupart des grandes entreprises françaises. Mais pourquoi la complexité et la systémique? Parce qu'on est en face de quelque chose d'essentiel qui est impensable de manière mécaniste. C'est la caractéristique très particulière des systèmes complexes, des générateurs d'émergence. Et Pierre Georgini en a parlé, c'est l'autopoésis. Ça, c'est essentiel. Parce que là, on est dans quelque chose d'extrêmement mystérieux qui va bien au-delà de l'organisation scientifique du travail, vous voyez, de tout ce qui a organisé et structuré tous les livres de management du XXe siècle. On est dans le fait de réfléchir à la mise en place de systèmes complexes qui seraient porteurs d'idées émergentes. On est dans une réflexion sur la négantropie, en fait, qui est au cœur du destin du monde dans sa complexification croissante. Et c'est ça qui se joue là. Et ça, c'est une rupture fantastique avec toutes les idées depuis la Renaissance. Quand je fais ma présentation au ministère de la Recherche, où je présente pour la première fois le management systémique de la complexité, je suis immédiatement attaqué par les économistes de droite qui me remettent en cause en me disant « mais non, il n'y a pas d'histoire préécrite comme ça, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? C'est les acteurs qui écrivent l'histoire, vous êtes un structuraliste, vous êtes un marxiste. » Puis je suis attaqué par les marxistes qui me disent « mais ce n'est pas possible, enfin vous êtes en train de réécrire Marx, ce n'est pas possible, avant Marx, il n'y avait rien, et après Marx, il n'y a plus de possibilité de penser quoi que ce soit. » Je dis bah « oui, vous êtes d'accord, je remets en cause Marx, je remets en cause la théorie libérale. » Et si vous voulez, je pense que là, on est au cœur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors c'était il y a 30 ans, ça faisait des petits remous déjà, mais c'était des remous
dans des milieux intellectuels de pointe. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est touché par cette transformation profonde qui nous fait passer d'une vision mécaniste du monde à une vision systémique, complexe, intégrale. Et ça, tout ce travail a été poursuivi dans l'approche intégrale, la philosophie intégrale et l'université intégrale qu'on a fait avec Karine et qui a été un peu repris par François Mabille. En fait, toute cette vision d'un homme intégral, une approche intégrale qui prend en compte cette dimension complexe d'autopoésie, d'émergence, et qui est au cœur de notre éducation en tant que chrétien. Et on a vu le lien qu'il y a entre cette autopoésie et une intuition chrétienne, judéo-chrétienne, extrêmement ancienne, et qui peut s'enraciner même dans la pensée grecque, et qui est au cœur de l'Occident. Alors, pourquoi parler de prospective? Pourquoi j'insiste beaucoup, malgré les réserves de Pierre à l'époque, sur le terme prospective? Parce que dans ce monde qui s'accélère exponentiellement, et vous voyez bien 1 million d'années de chasse-cueillette, 10 000 ans, l'agriculture élevage, ça a environ 10 000 ans. Maintenant, tout ça est extrêmement documenté par des milliers et des milliers de chercheurs. L'ère industrielle, c'est 1 siècle. L'intelligence artificielle, vraiment, quand ça décolle, c'est il y a 5 ans. Même pas. Il y a 1 an. L'ordinateur quantique, on est dans une accélération absolument phénoménale. Et c'est pour ça que, de la manière que la Renaissance a inventé la perspective, nous, on invente la prospective. C'est une nécessité. Mais c'est aussi important que l'invention de la perspective dans la Renaissance. Ça change l'ensemble. Le fait d'avoir un esprit prospectif, ça change absolument tout. Et ça change tout dans tous les domaines de la connaissance. C'est pour ça que c'est très important que la direction de la prospective vienne dialoguer avec l'économie, dialoguer avec la médecine, bien sûr. La médecine est totalement bouleversée par tout ça, etc., etc. Alors, j'ai parlé d'une approche intégrale. Effectivement, quand vous regardez la plupart des travaux académiques, et je parle sous le contrôle de James qui est là et qui a fait un énorme travail de veille académique sur les écosystèmes innovants, il y a des grands débats scientifiques sur pourquoi on parle d'un système, pourquoi on parle d'un écosystème, ceci, cela. La plupart des travaux sont au niveau rationnel, scientifique, technique. D'ailleurs, moi-même, dans mon contrat de travail, on me demande un travail scientifique. Je pense qu'on ne peut pas comprendre les écosystèmes innovants si on reste enfermé dans une approche purement rationnelle et scientifique. Tout simplement parce qu'au cœur des écosystèmes innovants, il y a effectivement une dimension transformationnelle qui touche à l'émotion, à l'art, et que les plus grands novateurs dans les écosystèmes innovants sont les artistes eux-mêmes. Et que dès qu'on parle de rupture épistémologique, qui aujourd'hui, dans le monde, est réellement capable de déconstruire la pensée contemporaine, c'est les plus grands artistes, et ça a toujours été le cas, comme Léonard de Vinci, etc., qui déconstruisent et recréent des ontologies nouvelles. Et au cœur de la Silicon Valley, vous avez ce travail par les plus grands artistes. Et en Californie, beaucoup des idées clés, par exemple, d'Internet, sont nées chez des artistes. Et puis, on ne peut pas ignorer la dimension de sens. À quoi tout cela sert? Pourquoi? Quelle est l'aventure spirituelle qui est en train de se jouer à travers les écosystèmes innovants? Donc, ma recherche, j'ai voulu toujours, mais ça c'était dès le début, c'était au cœur de mes livres, c'est de dire on ne peut plus aborder les sujets d'une manière simplement rationnelle, telle que l'ontologie académique, la plupart, est abordée. Il faut à la fois avoir une approche rationnelle, mais aussi émotionnelle et inspirationnelle. Il faut avoir utilisé nos 3 modes d'intelligence, l'intelligence rationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence inspirationnelle, l'intelligence spirituelle. Et puis, effectivement,
et c'était au cœur de mon travail, et on en a reparlé avec Francis, on a essayé de commencer à développer ça, c'est cette capacité à penser non seulement d'une manière interdisciplinaire, c'est-à-dire être capable de construire et de déconstruire les épistémologies qui sont au cœur de chacune des sciences dans leur singularité, mais aussi de le faire au cœur des cultures. Et ça implique en fait une capacité de détachement, une capacité d'un retour à cet espace du non-soi, du non-être, du vide, qui permet à ce moment-là de se dégager des rationalités, des émotions et des axiomatiques dans lesquelles chacun d'entre nous, on est souvent enfermé du fait de nos croyances. Si je veux comprendre la Chine, il ne s'agit pas simplement rationnellement d'analyser la différence entre la pensée chinoise et la pensée américaine ou européenne. Il s'agit, au fond, en moi-même, redevenant par une capacité de désapprentissage une feuille blanche, en redevenant moi-même un espace vierge, de devenir, en voyageant en Chine, chinois. C'est-à-dire, en fait, être capable à m'imprégner de l'axiomatique radicalement différente qui préside à l'ensemble de leur ontologie, leur art, leur manière de penser et tout ça, d'être présent à cette ultime présence de l'autre dans son altérité. Et ça, c'est vraiment une idée clé, c'est cet enrichissement qu'on peut avoir de la découverte des différences de l'autre quand on rentre dans la différence jusqu'à son altérité radicale, qui est de m'oublier dans cette eau, dans cette altérité. Enfin, il y a effectivement ce travail entre le middle, l'underground. Toute ma vie, j'étais en contact avec des artistes, enfin j'ai toujours gardé un contact avec l'underground, parce que c'est extrêmement important, parce que c'est là que très souvent naissent les idées et non pas dans l'upperground où les idées sont très formatées. Alors voilà, ça c'est un petit dessin qu'on avait fait lors d'une rencontre. C'est très complexe un écosystème innovant. C'est complexe parce que c'est des individus. Alors là, vous voyez quelques-unes des réunions. On a commencé tout ça en 2014 dans une réunion où il y avait un certain nombre de dirigeants de l'île. On voit d'ailleurs, je crois, un des frères Bonduel de dos là et Pierre Georgini qui présente le concept. On a fait plus de 700 vidéos. Toutes nos interviews ont été enregistrées et on a fait des interviews. Moi, j'aime beaucoup les interviews parce que ça permet de repartir d'une base sociologique forte. Et donc, on a fait plus de 700 interviews d'experts dans différents domaines qui ont été enregistrés et immédiatement mis à la disposition du public. Et puis, on a co-designé l'approche au fur et à mesure qu'on avançait pour que ça soit vraiment un travail collaboratif et que petit à petit, on soit nous-mêmes un écosystème innovant. Alors voilà les 17 villes sur lesquelles j'ai décidé de me concentrer, sachant que bien au-delà de ces 17 villes, en fait, j'en ai visité une trentaine. Ces 17, je ne les sors pas de mon chapeau, c'est tout simplement les villes qui ressortent par toute une série de rankings. Ben, on s'aperçoit que c'est les villes qui sont, en termes de dynamique, d'information, les plus performantes de la planète. Alors, elles sont chacune différentes, mais il y en a qui, comme on dirait l'autre, comme elles sont toutes égales les unes aux autres, sauf qu'il y en a des plus égaux que d'autres. Sans faire d'humour, en fait, plus on étudie les rankings, plus on se rend compte que dans le monde entier, on a essayé de faire la Silicon Valley, on n'est pas arrivé, et que la Silicon Valley est de très très loin, mais de très très loin, sans aucune commune mesure, avec aucun endroit de la planète en avance. Alors c'est très étrange et ça pose des grandes questions, parce que si vous prenez la révolution industrielle, tout de même, Paris, Londres,
Berlin, à l'époque 1900, ça se côtoie. Vous n'avez pas un endroit de la planète au-delà Alors peut-être il y a eu des moments comme Venise, comme Amsterdam, mais malgré tout, vous avez tout de même une sorte de parallélisme, c'est-à-dire les choses en 1900, notamment Shanghai, était parmi les villes les plus avancées, était comparable à Paris. Là, la Silicon Valley, on est dans un ensemble qui, dans sa dynamique, est très très loin devant tous les écosystèmes. Quand on regarde les rankings, quand on regarde les données, le nombre de brevets, la création de richesses, etc., etc., etc. Alors après, ça crée plein d'effets pervers dans la Silicon Valley, hein, parce que notamment la quantité de richesses créée fait que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas multimilliardaire, ça devient très difficile pour lui de vivre dans la Silicon Valley parce que la moindre petite maison, la moindre petite chambre coûte très très cher, etc. Enfin, il y a plein d'effets pervers du fait même de la réussite. Je n'arrive plus à avancer. Peut-être qu'il n'y a plus de piles. Ah, ça y est, il se met à avancer, mais trop vite maintenant. Alors, le deuxième endroit qui vient tout de suite après la Silicon Valley, c'est New York. Alors bon, déjà, New York, il faut rappeler tout simplement qu'à partir des années 50, c'est la capitale du monde. Et New York elle-même ne va pas du tout digérer la montée en puissance de la Silicon Valley. Et d'ailleurs, ça prend complètement New York parce que New York pensait qu'elle existerait et qu'elle serait première pendant un millier d'années. Enfin, New York se considère la capitale du monde pour toujours, quoi, quasiment. C'est indétrônable. Bon. New York et la Silicon Valley partagent une même chose qui peut-être explique leur caractère outstanding, sans comparaison, c'est le fait que ce n'est pas des capitales d'une culture. Vous voyez, New York, ça a été un melting pot de dizaines, de vingtaines, de 30, du monde entier de gens qui sont venus à New York et qui ont créé New York. Donc, il y a une richesse culturelle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et a fortiori dans la Silicon Valley, parce que si on compare New York et la Silicon Valley, parce que là, ces deux endroits sont comparables à cause de ça, bah, New York, c'est plutôt la population, l'immigration afflue en 1900. Et si on prend la Silicon Valley, c'est les années 50-60. Et New York, c'est la capitale de la révolution industrielle, c'est la capitale du marketing. New York, la côte Est, invente le marketing, il faut le dire. Hein. Et la Silicon Valley, c'est la capitale du numérique. Donc, on est plutôt, on voit bien que New York va dominer le XXe siècle et la Silicon Valley domine le XXIe siècle. Et derrière, tout de suite, on a la deuxième place boursière. Alors, c'est intéressant parce que on peut dire qu'on a basculé dans la société de l'information quand la première ville du monde, en termes de création de richesse, n'était pas une ville boursière. La Silicon Valley, il n'y a pas de bourse. Les deux plus grandes villes au monde, juste derrière la Silicon Valley, c'est des bourses. Donc, en fait, on peut voir là un signe du passage à l'ère de l'information. Mais en tout cas, Londres, c'est la deuxième place boursière de la planète. Effectivement, il y a une dynamique à Londres absolument étonnante qui est, encore une fois, en corrélation avec le fait que Londres est une ville-monde. C'est-à-dire que les Anglais, les Britanniques, contrairement aux continentaux, c'est-à-dire les Français et les Allemands, qui étaient les deux grandes puissances colonisatrices du XXe siècle, et du XIXe et du XXe, les Anglais, ils dominaient la mer, les océans. Et donc, ils ont une capacité, ils inventent, d'ailleurs par les grandes assurances, etc., ils inventent la mondialisation. Et alors voilà, alors ça c'est le petit dernier, c'est-à-dire que moi quand je commence en 2014 mes rankings et tout, Beijing n'existe pas même dans les rankings, et il n'est même pas compté. C'est phénoménal parce que Beijing va apparaître 20e en 2015, il va monter à toute vitesse,
Et aujourd'hui, il est derrière Londres. Alors, jusqu'où va-t-il? Alors, cette montée incroyable de la Chine, c'est tout de même un phénomène absolument sidérant. Et ainsi de suite. Alors, je vois que Pauline, à juste titre, m'appelle à aller vite, donc j'avance vite. Je ne vais pas rentrer dans chacune des villes, puisque sinon, on n'en sortirait pas. Mais voilà des villes très intéressantes comme Taipei et Genève. Alors, Genève, qui est un peu la capitale des ONG. Mais tout ça pour dire qu'on s'aperçoit très rapidement, en analysant ces villes qui sont des stars mondiales, qui concentrent 80% de la richesse planétaire, c'est qu'ils sont tous dans la triade. Et que cette triade, plus généralement, concentre toute la richesse. Et c'est ça qui m'a choqué, mais qui est dit partout, c'est l'extraordinaire concentration de l'argent, mais aussi l'extraordinaire concentration, à la fortiori, on n'en parle jamais, de l'information. C'est-à-dire que l'information stratégique, elle est dans quelques endroits clés. Et tout de suite après, vous avez des endroits de second rang où vous avez une information beaucoup moins pertinente qui ne vous permettent pas. L'information stratégique étant celle qui vous permet des gigantesques effets de levier, en fait. Et certains, bon, bah, c'est certain que d'apprendre l'égyptologie, c'est peut-être très, très intéressant, j'en suis convaincu, mais ce n'est pas avec les pyramides d'Égypte qu'on pourra faire des effets de levier. Donc, avec des spécialisations très différentes, Amérique du Nord, Europe, Asie, des business models, comme on dirait, complètement différents, et des points communs. Et là, j'arrive à Elisabeth Moos-Kanter, qui avait déjà à l'époque théorisé 5F, et j'ai fait que continuer. Et vous voyez, parce qu'il fallait essayer de trouver d'une manière simple de résumer qu'est-ce qui se passe partout dans le monde dans ces écosystèmes. Et j'en ai fait 10F, Future, Focus, Flexibilité, Fast, First, Friendship, Fun, Fantastic, Failure, Free. Je ne rentrerai pas dans chacun, mais ça donne une atmosphère. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des phases sombres. Oui, futur, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui n'ont aucune envie d'aller vers le futur, qui au contraire aimeraient revenir dans le passé, etc., etc. Alors, chaque lieu, chaque écosystème est unique. Donc, en fait, tour du monde, parfois on se dit, mais pourquoi c'est utile de faire un tour du monde? Parce qu'effectivement, la compétitivité aujourd'hui, par exemple, cette université, les grandes universités de la planète, c'est très clair. Il y a une corrélation totale entre leur impact, leur puissance et leur manière de se connecter aux autres écosystèmes innovants. C'est-à-dire que c'est vraiment le mélange de cette singularité profonde, incomparable, et cette capacité à se relier. Et aussi, quand vous avez une start-up, eh bien, les grandes start-up d'aujourd'hui, je prends encore une fois Apple. Apple, il fait travailler le monde entier. Apple, ce n'est pas la Californie. Les brevets viennent du monde entier, les ingénieurs viennent du monde entier, et telle ou telle partie du téléphone est produite un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, c'est une analyse de l'endroit où telle vis, bon, le meilleur pour produire cette vis, c'est tel endroit du monde. Donc, c'est cette capacité à convoquer les meilleurs talents de la planète pour construire un objet avec très, très fort effet de levier. Alors, le cas de la Chine est tout à fait en lui-même un cas hors du commun, puisque là, on a à la fois quelque chose qu'on n'a jamais vu. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a connu une montée en puissance de cette envergure et de cette vitesse. Et on est dans un monde très particulier. Et est-ce que la Chine va devenir la première puissance mondiale? C'est la grande question. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste pour conclure, qu'on voit bien que, et ça c'est un travail qu'on avait développé avec Olivier Réau, que toute cette exploration des écosystèmes innovants nous renvoie vraiment à trois axes. Un, cette capacité à collaborer ensemble.
à travailler tous ensemble, à échanger de l'information et la vitesse d'échange de l'information du réseau. Cette capacité à créer une singularité forte pour se différencier, et ça c'est toute l'approche Blue Ocean, c'est-à-dire justement sortir de l'océan rouge dans lequel nous précipite le marketing classique, mais vraiment être capable de faire un pas de côté et d'être soi-même créateur de son propre marché sur un autre damier. Et évidemment, tout ça dans une projection sur le futur. Voilà, merci beaucoup.